C'est du reste une étrange chose, ajouta M. de Charlus de la petite voix pointue qu'il prenait par moments. J'entends des gens qui ont l'air très heureux toute la journée, qui prennent d'excellents cocktails, déclarer qu'ils ne pourront aller jusqu'au bout de la guerre, que leur cœur n'aura pas la force, qu'ils ne peuvent pas penser à autre chose, qu'ils mourront tout d'un coup. Et le plus extraordinaire, c'est que cela arrive en effet. Comme c'est curieux. Est-ce une question d'alimentation parce qu'ils n'ingèrent plus que des choses mal préparées, ou parce que pour prouver leur zèle, ils s'attellent à des besognes vaines, mais qui détruisent le régime qui les conservait? Mais enfin, j'enregistre un nombre étonnant de ces étranges morts prématurées. Prématurées, au moins, au gré du défunt. Je ne sais plus ce que je vous disais. Que Brichot et Norpois admiraient cette guerre, mais quelle singulière manière d'en parler. D'abord, avez-vous remarqué ce pullulement d'expressions nouvelles qu'emploie Norpois, qui, quand elles ont fini par s'user à force d'être employées tous les jours, car vraiment il est infatigable, et je crois que c'est la mort de ma tante Villeparisis qui lui a donné une seconde jeunesse, sont immédiatement remplacées par d'autres lieux communs. Autrefois, je me rappelle que vous vous amusiez à noter ces modes de langage qui apparaissaient, se maintenaient, puis disparaissaient. Celui qui sème le vent récolte la tempête, les chiens aboient, la caravane passe, faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances, disait le baron Louis. Il y a des symptômes qu'il serait exagéré de prendre au tragique, mais qu'il convient de prendre au sérieux. Travailler pour le roi de Prusse, celle-là a d'ailleurs ressuscité ce qui était infaillible. Eh bien, depuis, hélas, que j'en ai vu mourir, nous avons eu le chiffon de papier, les empires de proie, la fameuse culture qui consiste à assassiner des femmes et des enfants sans défense. La victoire appartient, comme disent les Japonais, à celui qui fait souffrir, qui sait souffrir un quart d'heure de plus que l'autre. Les germano-touraniens, la barbarie scientifique. Si nous voulons gagner la guerre selon la forte expression de M. Lloyd George, enfin, ça ne se compte plus. Et le mordant des troupes et le cran des troupes. Même la syntaxe de l'excellent Norpois subit du fait de la guerre une altération aussi profonde que la fabrication du pain ou la rapidité des transports. Avez-vous remarqué que l'excellent homme, tenant à proclamer ses désirs comme une vérité sur le point d'être réalisée, n'ose pas tout de même employer le futur pur et simple, qui risquerait d'être contredit par les événements, mais a adopté, comme signe de ce temps, le verbe savoir. J'avouai à M. de Charlus que je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait dire. Il me faut noter ici que le duc de Guermantes ne partageait nullement le pessimisme de son frère. Il était de plus aussi anglophile que M. de Charlus était anglophobe. Enfin, il tenait M. Caillot pour un traître qui méritait 1000 fois d'être fusillé. Quand son frère lui demandait des preuves de cette trahison, M. de Guermantes répondait que s'il ne fallait condamner que les gens qui signent un papier où ils déclarent « j'ai trahi », on ne punirait jamais le crime de trahison. Mais pour le cas où je n'aurai pas l'occasion d'y revenir, je noterai aussi que 2 ans plus tard, le duc de Guermantes, animé du plus pur anticaillotisme, rencontra un attaché militaire anglais et sa femme, couple remarquablement lettré, avec lequel il se lia, comme au temps de l'affaire Dreyfus avec les 3 dames charmantes, que dès le premier jour il eut la stupéfaction, parlant de Caillot dont il estimait la condamnation certaine et le crime patent, d'entendre le couple charmant et lettré dire « Mais il sera probablement acquitté, il n'y a absolument rien contre lui ». M. de Guermantes essaya d'alléguer que M. de Norpois, dans sa déposition, avait dit en regardant Caillot atterré « Monsieur Caillot, vous êtes le Giolitti de la France ». Mais le couple charmant avait souri, tourné M. de Norpois en ridicule, cité des preuves de son gâtisme et conclut qu'il avait dit cela devant Monsieur Caillot atterré, disait le Figaro, mais probablement en réalité devant Monsieur Caillot narquois. Les opinions du duc de Guermantes n'avaient pas tardé à changer. Attribuer ce changement à l'influence d'une Anglaise n'est pas aussi extraordinaire que cela eût pu paraître si on l'eût prophétisé même en 1919, où les Anglais n'appelaient les Allemands que les Huns et réclamaient une féroce condamnation contre les coupables. Leur opinion à eux aussi devait changer, et toute décision être approuvée par eux, qui pouvaient contrister la France et venir en aide à l'Allemagne. Pour revenir à M. de Charlus. Mais si, répondit-il à l'aveu que je ne le comprenais pas. Savoir, dans les articles de Norpois, est le signe du futur.
c'est-à-dire le signe des désirs de Norpois et des désirs de nous tous d'ailleurs, ajouta-t-il peut-être sans une complète sincérité. Vous comprenez bien que si savoir n'était pas devenu le simple signe du futur, on comprendrait à la rigueur que le sujet de ce verbe pût être un pays. Par exemple, chaque fois que Norpois dit « l'Amérique ne saurait rester indifférente à ces violations répétées du droit », la monarchie bicéphale ne saurait manquer de venir à résipiscence. Il est clair que de telles phrases expriment les désirs de Norpois, comme les miens, comme les vôtres. Mais enfin, là, le verbe peut encore garder malgré tout son sens ancien, car un pays peut savoir, l'Amérique peut savoir, la monarchie bicéphale elle-même peut savoir, malgré l'éternel manque de psychologie. Mais le doute n'est plus possible quand Norpois écrit « Ces dévastations systématiques ne sauraient persuader au neutre. La région des lacs ne saurait manquer de tomber à bref délai aux mains des Alliés. Les résultats de ces élections neutralistes ne sauraient refléter l'opinion de la grande majorité du pays. » Or, il est certain que ces dévastations, ces régions et ces résultats de vote sont des choses inanimées qui ne peuvent pas savoir. Par cette formule, Norpois adresse simplement au neutre l'injonction, à laquelle j'ai le regret de constater qu'il ne semble pas obéir, de sortir de la neutralité ou aux régions des lacs de ne plus appartenir aux Boches. M. Charlus mettait à prononcer le mot Boche, le même genre de hardiesse que jadis, dans le train de Balbec, à parler des hommes dont le goût n'est pas pour les femmes. D'ailleurs, avez-vous remarqué avec quelle ruse Norpois a toujours commencé dès 1914 ses articles au neutre? Il commence par déclarer que, certes, la France n'a pas à s'immiscer dans la politique de l'Italie ou de la Roumanie ou de la Bulgarie, etc. C'est à ces puissances seules qu'il convient de décider en toute indépendance et en ne consultant que l'intérêt national si elles doivent ou non sortir de la neutralité. Mais si ces premières déclarations de l'article, ce qu'on eût appelé autrefois l'exorde, sont si remarquables et désintéressées, le morceau suivant l'est généralement beaucoup moins. Toutefois, dit en substance Norpois en continuant, il est bien clair que seuls tireront un bénéfice matériel de la lutte les nations qui se seront rangées du côté du droit et de la justice. On ne peut attendre que les Alliés récompensent, en leur octroyant les territoires d'où s'élève depuis des siècles la plainte de leurs frères opprimés, les peuples qui, suivant la politique du moindre effort, n'auront pas mis leur épée au service des Alliés. Ce premier pas fait vers un conseil d'intervention, rien n'arrête plus Norpois. Ce n'est plus seulement le principe, mais l'époque de l'intervention sur lesquelles il donne des conseils de moins en moins déguisés. Certes, dit-il en faisant ce qu'il appellerait lui-même le bon apôtre, c'est à l'Italie, à la Roumanie seule, de décider de l'heure opportune et de la forme sous laquelle il leur conviendra d'intervenir. Elles ne peuvent pourtant pas ignorer qu'à trop tergiverser, elles risquent de laisser passer l'heure. Déjà, les sabots des cavaliers russes font frémir la Germanie traquée d'une indicible épouvante. Il est bien évident que les peuples qui n'auront fait que voler au secours de la victoire, dont on voit déjà l'aube resplendissante, n'auront nullement droit à cette même récompense qu'ils peuvent encore, en se hâtant, etc., etc. C'est comme au théâtre quand on dit « les dernières places qui restent ne tarderont pas à être enlevées », avis aux retardataires. Raisonnement d'autant plus stupide que Norpois le refait tous les 6 mois et dit périodiquement à la Roumanie « L'heure est venue pour la Roumanie de savoir si elle veut ou non réaliser ses aspirations nationales. Qu'elle attende encore, il risque d'être trop tard. » Or, depuis 2 ans qu'il le dit, non seulement le trop tard n'est pas encore venu, mais on ne cesse de grossir les offres qu'on fait à la Roumanie. De même, il invite la France, etc., à intervenir en Grèce en tant que puissance protectrice, parce que le traité qui liait la Grèce à la Serbie n'a pas été tenu. Or, de bonne foi, si la France n'était pas en guerre et ne souhaitait pas le concours ou la neutralité bienveillante de la Grèce, aurait-elle l'idée d'intervenir en tant que puissance protectrice, et le sentiment moral qui la pousse à se révolter parce que la Grèce n'a pas tenu ses engagements avec la Serbie, ne se tait-il pas aussi dès qu'il s'agit de violations tout aussi flagrantes de la Roumanie et de l'Italie qui, avec raison je le crois, comme la Grèce aussi, n'ont pas rempli leur devoir moins impératif et étendu qu'on ne dit, d'alliés de l'Allemagne. La vérité, c'est que les gens voient tout par leur journal.
Et comment pourrait-il faire autrement puisqu'ils ne connaissent pas personnellement les gens ni les événements dont il s'agit? Autant de l'affaire qui passionnait si bizarrement, à une époque dont il est convenu de dire que nous sommes séparés par des siècles, car les philosophes de la guerre ont accrédité que tout lien est rompu avec le passé, j'étais choqué de voir des gens de ma famille accorder toute leur estime à des anticléricaux, anciens communards que leur journal leur avait présentés comme anti-Dreyfusards, et honnir un général bien né et catholique, mais révisionniste. Je ne le suis pas moins de voir tous les Français exécrer l'empereur François-Joseph qu'ils vénéraient avec raison. Je peux vous le dire, moi qui l'ai beaucoup connu et qu'il veut bien traiter en cousin. Ah, je ne lui ai pas écrit depuis la guerre, ajouta-t-il, comme avouant hardiment une faute qu'il savait très bien qu'on ne pouvait blâmer. Si, la première année, et une seule fois. Mais qu'est-ce que vous voulez? Cela ne change rien à mon respect pour lui, mais j'ai ici beaucoup de jeunes parents qui se battent dans nos lignes et qui trouveraient, je le sais, fort mauvais que j'entretienne une correspondance suivie avec le chef d'une nation en guerre avec nous. Ben, que voulez-vous? Me critique qui voudra, ajouta-t-il, comme s'exposant hardiment à mes reproches. Je n'ai pas voulu qu'une lettre signée Charlus arrivât en ce moment à Vienne. La plus grande critique que j'adresserai au vieux souverain, c'est qu'un seigneur de son rang, chef d'une des maisons les plus anciennes et les plus illustres d'Europe, se soit laissé mener par ce petit hobereau, fort intelligent d'ailleurs, mais enfin par un simple parvenu comme Guillaume de Hohenzollern. Ce n'est pas une des anomalies les moins choquantes de cette guerre. Et comme, dès qu'il se replaçait au point de vue nobiliaire qui pour lui au fond dominait tout, M. de Charlus arrivait à d'extraordinaires enfantillages, il me dit, du même ton qu'il m'eût parlé de la Marne ou de Verdun, qu'il y avait des choses capitales et fort curieuses que ne devrait pas omettre celui qui écrirait l'histoire de cette guerre. Ainsi, me dit-il par exemple, tout le monde est si ignorant que personne n'a fait remarquer cette chose si marquante. Le grand maître de l'ordre de Malte, qui est un pur boche, n'en continue pas moins de vivre à Rome, où il jouit, en tant que grand maître de notre ordre, du privilège de l'exterritorialité. C'est intéressant, ajouta-t-il d'un air de me dire, vous voyez que vous n'avez pas perdu votre soirée en me rencontrant. Je le remerciai, et il prit l'air modeste de quelqu'un qui n'exige pas de salaire. Qu'est-ce que j'étais donc en train de vous dire? Ah oui, les gens haïssaient maintenant François-Joseph, d'après leur journal. Bon, pour le roi Constantin de Grèce et le tsar de Bulgarie, le public a oscillé à diverses reprises entre l'aversion et la sympathie parce qu'on disait tour à tour qu'il se mettait du côté de l'entente ou de ce que Norpois appelle les empires centraux. C'est comme quand il nous répète à tout moment que l'heure de Vénizelos va sonner. Je ne doute pas que M. Vénizelos soit un homme d'État plein de capacités, mais qui nous dit que les Grecs désirent tant que cela Vénizelos? Il voulait, nous dit-on, que la Grèce tînt ses engagements envers la Serbie. Encore faudrait-il savoir quels étaient ces engagements et s'ils étaient plus étendus que ceux que l'Italie et la Roumanie ont cru pouvoir violer. Nous avons, de la façon dont la Grèce exécute ses traités et respecte sa constitution, un souci que nous n'aurions certainement pas si ce n'était pas notre intérêt. Qu'il n'y ait pas eu la guerre, croyez-vous que les puissances garantes auraient même fait attention à la dissolution des chambres? Je vois simplement qu'on retire un à un ses appuis au roi de Grèce pour pouvoir le jeter dehors ou l'enfermer le jour où il n'aura plus d'armée pour le défendre. Je vous disais que le public ne juge le roi de Grèce et le roi des Bulgares que d'après les journaux. Et comment pourrait-il penser sur eux autrement que par le journal puisqu'ils ne les connaissent pas? Moi, je les ai vus énormément. J'ai beaucoup connu, quand il était diadoque, Constantin de Grèce, qui était une pure merveille. J'ai toujours pensé que l'empereur Nicolas avait eu un énorme sentiment pour lui. En tout bien tout honneur, bien entendu. La princesse Christian en parlait ouvertement, mais c'est une Gale. Quant au tsar des Bulgares, c'est une fine coquine, une vraie affiche, mais très intelligent, un homme remarquable. Il m'aime beaucoup. M. de Charlus, qui pouvait être si agréable, devenait odieux quand il abordait ces sujets. Il y apportait la satisfaction qui agace déjà chez un malade qui vous fait tout le temps valoir sa bonne santé. J'ai souvent pensé que, dans le tortillard de Balbec, les fidèles qui souhaitaient tant les aveux devant lesquels ils se dérobaient n'auraient peut-être pas pu supporter cette espèce d'ostentation d'une manie, et, mal à l'aise, respirant mal comme dans une chambre de malade ou devant un morphinomane qui tirerait devant vous sa seringue,
Ce fussent eux qui eussent mis fin aux confidences qu'ils croyaient désirer. De plus, on était agacé d'entendre accuser tout le monde, et probablement bien souvent sans aucune espèce de preuve, par quelqu'un qui s'omettait lui-même de la catégorie spéciale à laquelle on savait pourtant qu'il appartenait, et où il rangeait si volontiers les autres. Enfin, lui, si intelligent, s'était fait à cet égard une petite philosophie étroite, à la base de laquelle il y avait peut-être un rien des curiosités que Swann trouvait dans la vie, expliquant tout par ses causes spéciales, et où, comme chaque fois qu'on verse dans son défaut, il était non seulement au-dessous de lui-même, mais exceptionnellement satisfait de lui. C'est ainsi que lui, si grave, si noble, eut le sourire le plus niais pour achever la phrase que voici. Comme il y a de fortes présomptions du même genre que pour Ferdinand de Cobourg à l'égard de l'empereur Guillaume, cela pourrait être la cause pour laquelle le tsar Ferdinand s'est mis du côté des empires de proie. Dame, au fond c'est très compréhensible, on est indulgent pour une sœur, on ne lui refuse rien. Je trouve que ce serait très joli comme explication de l'alliance de la Bulgarie avec l'Allemagne. Et de cette explication stupide, M. de Charlus rit longuement, comme s'il l'avait vraiment trouvée très ingénieuse, alors que, même si elle avait reposé sur des faits vrais, elle était aussi puérile que les réflexions que M. de Charlus faisait sur la guerre, quand il la jugeait en tant que féodal ou que chevalier de Saint-Jean de Jérusalem. Il finit par une remarque juste. Ce qui est étonnant, dit-il, c'est que ce public, qui ne juge ainsi des hommes et des choses de la guerre que par les journaux, est persuadé qu'il juge par lui-même. En cela, M. de Charlus avait raison. On m'a raconté qu'il fallait voir les moments de silence et d'hésitation qu'avait Madame de Forcheville, pareils à ceux qui sont nécessaires, non pas même seulement à l'énonciation, mais à la formation d'une opinion personnelle, avant de dire sur le ton d'un sentiment intime « Non, je ne crois pas qu'ils prendront Varsovie. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse passer un second hiver. Ce que je ne voudrais pas, c'est une paix boiteuse. Ce qui me fait peur, si vous voulez que je vous le dise, c'est la chambre. Si, j'estime tout de même qu'on pourrait percer. » Et pour dire cela, Odette prenait un air mièvre qu'elle poussait à l'extrême quand elle disait « Je ne dis pas que les armées allemandes ne se battent pas bien, mais il leur manque ce qu'on appelle le cran. » Pour prononcer le cran, et même simplement pour le mordant, elle faisait avec sa main le geste de pétrissage et avec ses yeux le clignement des rapins employant un terme d'atelier. Son langage à elle était pourtant, plus encore qu'autrefois, la trace de son admiration pour les Anglais, qu'elle n'était plus obligée de se contenter d'appeler comme autrefois nos voisins d'outre-Manche, ou tout au plus nos amis les Anglais, mais nos loyaux alliés. Inutile de dire qu'elle ne se faisait pas faute de citer à tout propos l'expression de « fair play » pour montrer les Anglais trouvant les Allemands des joueurs incorrects et « ce qu'il faut, c'est gagner la guerre », comme disent nos braves alliés. Tout au plus associait-elle assez maladroitement le nom de son gendre à tout ce qui touchait les soldats anglais et au plaisir qu'ils trouvaient à vivre dans l'intimité des Australiens, aussi bien que des Écossais, des Néo-Zélandais et des Canadiens. Mon gendre Saint-Loup connaît maintenant l'argot de tous les braves Tommies. Il sait se faire entendre de ceux des plus lointains Dominions et, aussi bien qu'avec le général commandant la base, fraternise avec le plus humble private. Que cette parenthèse sur Madame de Forcheville m'autorise, tandis que je descends les boulevards côte à côte avec Monsieur de Charlus, à une autre, plus longue encore, mais utile pour décrire cette époque sur les rapports de Madame Verdurin avec Brichot. En effet, si le pauvre Brichot était, ainsi que Norpois, jugé sans indulgence par M. de Charlus, parce que celui-ci était à la fois très fin et plus ou moins inconsciemment germanophile, il était encore bien plus maltraité par les Verdurins. Sans doute ceux-ci étaient chauvins, ce qui eût dû les faire se plaire aux articles de Brichot, lesquels, d'autre part, n'étaient pas inférieurs à bien des écrits où se délectait Madame Verdurin. Mais d'abord, on se rappelle peut-être que, déjà à la Raspelière, Brichot était devenu, pour les Verdurins, du grand homme qu'il leur avait paru être autrefois, sinon une tête de turc comme sa nièce, du moins l'objet de leur raillerie à peine déguisée. Du moins,
Restait-il à ce moment-là un fidèle entre les fidèles, ce qui lui assurait une part des avantages prévus tacitement par les statuts à tous les membres fondateurs associés du petit groupe. Mais au fur et à mesure que, à la faveur de la guerre peut-être, ou par la rapide cristallisation d'une élégance si longtemps retardée, mais dont tous les éléments nécessaires et restés invisibles saturaient depuis longtemps le salut des Verdurins, celui-ci s'était ouvert à un monde nouveau, et que les fidèles, à pas d'abord de ce monde nouveau, avaient fini par être de moins en moins invités, un phénomène parallèle se produisait pour Brichot. Malgré la Sorbonne, malgré l'Institut, sa notoriété n'avait pas, jusqu'à la guerre, dépassé les limites du salon Verdurin. Mais quand il se mit à écrire presque quotidiennement des articles parés de ce faux brillant qu'on l'a vu si souvent dépenser sans compter pour les fidèles riches d'autre part, d'une érudition fort réelle, et qu'en vrai sorbonnien il ne cherchait pas à dissimuler de quelque forme plaisante qui l'entoura, le grand monde fut littéralement ébloui. Pour une fois d'ailleurs, il donnait sa faveur à quelqu'un qui était loin d'être une nullité et qui pouvait retenir l'attention par la fertilité de son intelligence et les ressources de sa mémoire. Et pendant que 3 duchesses allaient passer la soirée chez madame Verdurin, 3 autres se disputaient l'honneur d'avoir chez elles à dîner le grand homme, lequel acceptait chez l'une, se sentant d'autant plus libre que madame Verdurin, exaspérée du succès que ses articles rencontraient auprès du faubourg Saint-Germain, avait soin de ne jamais avoir Brichot chez elle quand il devait s'y trouver quelques personnes brillantes qu'il ne connaissait pas encore et qui se hâteraient de l'attirer. Ce fut ainsi que le journalisme, dans lequel Brichot se contentait en somme de donner tardivement, avec honneur et en échange d'émoluments superbes, ce qu'il avait gaspillé toute sa vie gratis et incognito dans le salon des Verdurins, car ses articles ne lui coûtaient pas plus de peine tant il était disert et savant que ses causeries, eût conduit, et parut même un moment conduire Brichot à une gloire incontestée, s'il n'y avait pas eu madame Verdurin. Certes, les articles de Brichot étaient loin d'être aussi remarquables que le croyaient les gens du monde. La vulgarité de l'homme apparaissait à tout instant sous le pédantisme du lettré. Et, à côté d'images qui ne voulaient rien dire du tout, les Allemands ne pourront plus regarder en face la statue de Beethoven, Schiller a dû frémir dans son tombeau, l'encre qui avait paraphé la neutralité de la Belgique était à peine séchée, Lénine parle, mais autant en emporte le vent de la steppe. C'étaient des trivialités telles que 20 000 prisonniers, c'est un chiffre. Notre commandement saura ouvrir l'œil, et le bon. Nous voulons vaincre, un point c'est tout. Mais, mêlé à tout cela, tant de savoir, tant d'intelligence, de si justes raisonnements. Or, madame Verdurin ne commençait jamais un article de Brichot sans la satisfaction préalable de penser qu'elle allait y trouver des choses ridicules, et le lisait avec l'attention la plus soutenue pour être certaine de ne les pas laisser échapper. Or, il était malheureusement certain qu'il y en avait quelques-unes. On n'attendait même pas de les avoir trouvées. La citation la plus heureuse d'un auteur vraiment peu connu, au moins dans l'œuvre à laquelle Brichot se reportait, était incriminée comme preuve du pédantisme le plus insoutenable. Et madame Verdurin attendait avec impatience l'heure du dîner pour déchaîner les éclats de rire de ses convives. Eh bien, qu'est-ce que vous avez dit du Brichot de ce soir ? J'ai pensé à vous en lisant la citation de Cuvier. Ma parole, je crois qu'il devient fou. Je ne l'ai pas encore lu, disait un fidèle. Comment vous ne l'avez pas encore lu ? Mais vous ne savez pas les délices que vous vous refusez, c'est-à-dire que c'est d'un ridicule à mourir. Et contente au fond que quelqu'un n'eût pas encore lu le Brichot pour avoir l'occasion d'en mettre elle-même en lumière les ridicules, madame Verdurin disait au maître d'hôtel d'apporter le temps et faisait elle-même la lecture à haute voix en faisant sonner avec emphase les phrases les plus simples. Après le dîner, pendant toute la soirée, cette campagne anti-brichotiste continuait, mais avec de fausses réserves. Je ne le dis pas trop haut, parce que j'ai peur que là-bas, disait-elle en montrant la comtesse Molé, on admire assez cela. Les gens du monde sont plus naïfs qu'on ne croit. Madame Molé, à qui on tâchait de faire entendre en parlant assez fort qu'on parlait d'elle, tout en s'efforçant de lui montrer par des baissements de voix qu'on n'aurait pas voulu être entendu d'elle, reniait lâchement Brichot qu'elle égalait en réalité à Michelet. Elle donnait raison à madame Verdurin,
Et pour terminer pourtant par quelque chose qui lui paraissait incontestable, disait ce qu'on ne peut pas lui retirer. C'est que c'est bien écrit. Vous trouvez ça bien écrit, vous disait Madame Verdurin. Moi, je trouve ça écrit comme par un cochon. Audace qui faisait rire les gens du monde, d'autant plus que Madame Verdurin, effarouchée elle-même par le mot de cochon, l'avait prononcé en le chuchotant, la main rabattue sur les lèvres. Sa rage contre Brichot croissait d'autant plus que celui-ci étalait naïvement la satisfaction de son succès, malgré les accès de mauvaise humeur que provoquait chez lui la censure, chaque fois que, comme il le disait avec son habitude d'employer les mots nouveaux pour montrer qu'il n'était pas trop universitaire, elle avait caviardé une partie de son article. Devant lui, Madame Verdurin ne laissait pas trop voir, sauf par une maussaderie qui eût averti un homme plus perspicace, le peu de cas qu'elle faisait de ce qu'il écrivait. Elle lui reprocha seulement une fois d'écrire si souvent « je ». Et il avait en effet l'habitude de l'écrire continuellement, d'abord parce que, par habitude de professeur, il se servait constamment d'expressions comme « j'accorde que »,« je veux bien que l'énorme développement des fronts nécessite », etc. Mais surtout parce que, ancien anti-Dreyfusard militant qui flairait la préparation germanique bien longtemps avant la guerre, il s'était trouvé écrire très souvent « j'ai dénoncé dès 1897 », j'ai signalé en 1901, j'ai averti dans ma petite brochure aujourd'hui rarissime, Aben soi fatali belli, et ensuite l'habitude lui était restée. Il rougit fortement de l'observation de Madame Verdurin qui lui fut faite d'un ton aigre. « Vous avez raison, madame. Quelqu'un qui n'aimait pas plus les jésuites que M. Combes, encore qu'il n'ait pas eu de préface de notre doux maître en scepticisme délicieux Anatole France, qui fut, si je ne me trompe, mon adversaire avant le déluge, a dit que le moi est toujours haïssable. À partir de ce moment, Brichot remplaça « je » par « on ». Mais « on » n'empêchait pas le lecteur de voir que l'auteur parlait de lui et permit à l'auteur de ne plus cesser de parler de lui, de commenter la moindre de ses phrases, de faire un article sur une seule négation, toujours à l'abri de « on ». Par exemple, Brichot avait-il dit, fût-ce dans un autre article, que les armées allemandes avaient perdu de leur valeur, il commençait ainsi « On ne camoufle pas ici la vérité, on a dit que les armées allemandes avaient perdu de leur valeur. On n'a pas dit qu'elles n'avaient pas une grande valeur, encore moins écrira-t-on qu'elles n'ont plus aucune valeur. On ne dira pas non plus que le terrain gagné s'il n'en est pas, etc. Bref, rien qu'à énoncer tout ce qu'il ne dirait pas, à rappeler tout ce qu'il avait dit il y a quelques années et ce que Clausewitz, Ovide, Apollonius de Thiane avaient dit il y a plus ou moins de siècles, Brichot aurait pu constituer aisément la matière d'un fort volume. Il est à regretter qu'il n'en ait pas publié, car ces articles si nourris sont maintenant difficiles à retrouver. Le Faubourg Saint-Germain, chapitré par Madame Verdurin, commença par rire de Brichot chez elle, mais continua, une fois sorti du petit clan, à admirer Brichot. Puis, se moquer de lui devint une mode, comme ça avait été de l'admirer. Et celle même qu'il continuait d'intéresser en secret dans le temps qu'elle lisait son article s'arrêtait et riait dès qu'elle n'était plus seule pour ne pas avoir l'air moins fine que les autres. Jamais on ne parla tant de Brichot qu'à cette époque dans le petit clan, mais par dérision. On prenait comme critérium de l'intelligence de tout nouveau ce qu'il pensait des articles de Brichot. S'il répondait mal à la première fois, on ne se faisait pas faute de lui apprendre à quoi l'on reconnaît que les gens sont intelligents. Enfin, mon pauvre ami, continua M. de Charlus, tout cela est épouvantable, et nous avons plus que d'ennuyeux articles à déplorer. On parle de vandalisme, de statues détruites. Mais est-ce que la destruction de tant de merveilleux jeunes gens, qui étaient des statues polychromes incomparables, n'est pas du vandalisme aussi ? Est-ce qu'une ville qui n'aura plus de beaux hommes ne sera pas comme une ville dont tout le statuaire aurait été brisé ? Quel plaisir puis-je avoir à aller dîner au restaurant quand je suis servi par de vieux bouffons moussus qui ressemblent au père Didon, si ce n'est pas par des femmes encore nettes qui me font croire que je suis entré au bouillon du Val ? Parfaitement, mon cher. Et je crois que j'ai le droit de parler ainsi parce que le beau est tout de même le beau dans une matière vivante. Le grand plaisir d'être servi par des êtres rachitiques,
portant binocle, dont le cas d'exemption se lit sur le visage. Contrairement à ce qui arrivait toujours jadis, si l'on veut reposer ses yeux sur quelqu'un de bien dans un restaurant, il ne faut plus regarder parmi les garçons qui servent, mais parmi les clients qui consomment. Mais on pouvait revoir un servant, bien qu'il changeasse souvent. Mais allez donc savoir qui est et quand reviendra ce lieutenant anglais qui vient pour la première fois et sera peut-être tué demain. Quant Auguste de Pologne, comme raconte le charmant Morand, l'auteur délicieux de Clarisse, échangea un de ses régiments contre une collection de potiches chinoises, il fit à mon avis une mauvaise affaire. Pensez-vous que tous ces grands valets de pied qui avaient 2 mètres de haut et qui ornaient les escaliers monumentaux de nos plus belles amies ont tous été tués, engagés pour la plupart parce qu'on leur répétait que la guerre durerait 2 ans, 2 mois. Ils ne savaient pas comme moi la force de l'Allemagne, la vertu de la race prussienne, dit-il en s'oubliant, et puis, en remarquant qu'il avait trop laissé voir son point de vue, ce n'est pas tant l'Allemagne que je crains pour la France, que la guerre elle-même. Les gens de l'arrière s'imaginent que la guerre est seulement un gigantesque match de boxe auquel ils assistent de loin grâce aux journaux. Mais cela n'a aucun rapport. C'est une maladie qui, quand elle semble conjurer sur un point, reprend sur un autre. Aujourd'hui, Noyon sera délivré, demain, on n'aura plus ni pain ni chocolat. Après-demain, celui qui se croyait tranquille et accepterait au besoin une balle qu'il n'imagine pas, s'affolera parce qu'il lira dans les journaux que sa classe est rappelée. Quant au monument, un chef-d'œuvre unique comme Reims par la qualité n'est pas tellement ce dont la disparition m'épouvante. C'est surtout de voir anéanti une telle quantité d'ensembles qui rendait le moindre village de France instructif et charmant. Je pensais aussitôt à Combray, et qu'autrefois, j'aurais cru me diminuer aux yeux de madame de Guermantes en avouant la petite situation que ma famille occupait à Combray. Je me demandais si elle n'avait pas été révélée aux Guermantes et à M. de Charlus, soit par le Grandin, ou Swann, ou Saint-Loup, ou Morel. Mais cette prétérition même était moins pénible pour moi que les explications rétrospectives. Je souhaitais seulement que M. de Charlus ne parlât pas de Combray. « Je ne veux pas dire de mal des Américains, monsieur, continua-t-il. Il paraît qu'ils sont inépuisablement généreux, et comme il n'y a pas eu de chef d'orchestre dans cette guerre, que chacun est entré dans la danse longtemps après l'autre, et que les Américains ont commencé quand nous étions quasiment finis, ils peuvent avoir une ardeur que 4 ans de guerre ont pu calmer chez nous. Même avant la guerre, ils aimaient notre pays, notre art, ils payaient fort cher nos chefs-d'œuvre. Beaucoup sont chez eux maintenant. Mais précisément cet art déraciné, comme disait M. Barrès, est tout le contraire de ce qui faisait l'agrément délicieux de la France. Le château expliquait l'église, qui, elle-même, parce qu'elle avait été un lieu de pèlerinage, expliquait la chanson de geste. Je n'ai pas à surfaire l'illustration de mes origines et de mes alliances, et d'ailleurs, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais dernièrement, j'ai eu à régler une question d'intérêt, et malgré un certain refroidissement qu'il y a entre le ménage et moi, à aller faire une visite à ma nièce Saint-Loup, qui habite à Combray. Combray n'était qu'une toute petite ville comme il y en a tant. Mais nos ancêtres étaient représentés en donateurs dans certains vitraux. Dans d'autres étaient inscrites nos armoiries. Nous y avions notre chapelle, nos tombeaux. Cette église a été détruite par les Français et par les Anglais parce qu'elle servait d'observatoire aux Allemands. Tout ce mélange d'histoire survivante et d'art qui était la France se détruit, et ce n'est pas fini. Et bien entendu, je n'ai pas le ridicule de comparer, pour des raisons de famille, la destruction de l'église de Combray à celle de la cathédrale de Reims, qui était comme le miracle d'une cathédrale gothique retrouvant naturellement la pureté de la statuaire antique, ou de celle d'Amiens. Je ne sais si le bras levé de Saint-Firmin est aujourd'hui brisé. Dans ce cas, la plus haute affirmation de la foi et de l'énergie a disparu de ce monde. Son symbole, monsieur, lui répondis-je. Et j'adore autant que vous certains symboles, mais il serait absurde de sacrifier au symbole la réalité qu'il symbolise. Les cathédrales doivent être adorées jusqu'au jour où, pour les préserver, il faudrait renier les vérités qu'elles enseignent. Le bras levé de Saint-Firmin, dans un geste de commandement presque militaire, disait « Que nous soyons brisés si l'honneur l'exige, ne sacrifiez pas des hommes à des pierres dont la beauté vient justement d'avoir un moment fixé des vérités humaines. » « Je comprends ce que vous voulez dire, me répondit M. de Charlus, et M. Barrès, qui nous a fait, hélas,
Trop faire de pèlerinage à la statue de Strasbourg et au tombeau de M. Déroulède a été touchant et gracieux quand il a écrit que la cathédrale de Reims elle-même nous était moins chère que la vie de nos fantassins. Assertion qui rend assez ridicule la colère de nos journaux contre le général allemand qui commandait là-bas et qui disait que la cathédrale de Reims lui était moins précieuse que celle d'un soldat allemand. C'est du reste ce qui est assez exaspérant et navrant, c'est que chaque pays dit la même chose. Les raisons pour lesquelles les associations industrielles de l'Allemagne déclarent la possession de Belfort indispensable à préserver leur nation contre nos idées de revanche sont les mêmes que celles de Barès exigeant Mayence pour nous protéger contre les velléités d'invasion des Boches. Pourquoi la restitution de l'Alsace-Lorraine a-t-elle paru à la France un motif insuffisant pour faire la guerre? Un motif suffisant pour la continuer, pour la redéclarer à nouveau chaque année. Vous avez l'air de croire que la victoire est désormais promise à la France. Je le souhaite de tout mon cœur, n'en doutez pas. Mais enfin, depuis qu'à tort ou à raison, les Alliés se croient sûrs de vaincre, pour ma part, je serais naturellement enchanté de cette solution, mais je vois surtout beaucoup de victoires sur le papier, de victoires à la Pyrrhus, avec un coup qui ne nous est pas dit. Et que les Boches ne se croient plus sûrs de vaincre, on voit l'Allemagne chercher à hâter la paix, la France à prolonger la guerre. La France, qui est la France juste, et a raison de faire entendre des paroles de justice, mais qui est aussi la douce France, et devrait faire entendre des paroles de pitié, fût-ce seulement pour ses propres enfants et pour qu'à chaque printemps les fleurs qui renaîtront aient d'autre chose à éclairer que des tombes. Soyez franc, mon cher ami. Vous-même m'aviez fait une théorie sur les choses qui n'existent que grâce à une création perpétuellement recommencée. La création du monde n'a pas eu lieu une fois pour toutes, me disiez-vous. Elle a nécessairement lieu tous les jours. Eh bien, si vous êtes de bonne foi, vous ne pouvez pas accepter la guerre de cette théorie. Notre excellent Norpois a beau écrire, en sortant un des accessoires de rhétorique qui lui sont aussi chers que l'aube de la victoire et le général hiver, maintenant que l'Allemagne a voulu la guerre, les dés en sont jetés, la vérité c'est que chaque matin, on déclare à nouveau la guerre. Donc, celui qui veut la continuer est aussi coupable que celui qui l'a commencée. Plus, peut-être. Car ce premier n'en prévoyait peut-être pas toutes les horreurs. Or, rien ne dit qu'une guerre aussi prolongée, même si elle doit avoir une issue victorieuse, ne soit pas sans péril. Il est difficile de parler des choses qui n'ont point de précédent et des répercussions sur l'organisme d'une opération qu'on tente pour la première fois. Généralement, il est vrai, ces nouveautés dont on s'alarme se passent fort bien. Les républicains les plus sages pensaient qu'il était fou de faire la séparation de l'Église, elle a passé comme une lettre à la poste. Dreyfus a été réhabilité, Picard ministre de la guerre, sans qu'on crie ouf. Pourtant, que ne peut-on pas craindre d'un surmenage pareil à celui d'une guerre ininterrompue pendant plusieurs années? Que feront les hommes au retour? Seront-ils là? La fatigue les aura-t-elle rompus ou affolés? Tout cela pourrait mal tourner, sinon pour la France, au moins pour le gouvernement, peut-être même pour la forme du gouvernement. Vous m'avez fait lire autrefois l'admirable Aimé de Coigny de Maurras. Je serais fort surpris que quelque Aimé de Coigny n'attendît pas du développement de la guerre que fait la République, ce qu'en 1812 Aimé de Coigny attendit de la guerre que faisait l'Empire. Si l'Aimé actuel existe, ses espérances se réaliseront-elles? Je ne le désire pas. Pour en revenir à la guerre elle-même, le premier qui l'a commencé est-il l'empereur Guillaume? J'en doute fort. Et si c'est lui, qu'a-t-il fait autre chose que Napoléon, par exemple, chose que moi je trouve abominable, mais que je m'étonne de voir inspirer tant d'horreur aux turiféraires de Napoléon, aux gens qui, le jour de la déclaration de guerre, se sont écriés, comme le général X, « J'attendais ce jour-là, depuis 40 ans, c'est le plus beau jour de ma vie !» Dieu sait si personne n'a protesté avec plus de force que moi quand on a fait dans la société une place disproportionnée aux nationalistes, aux militaires, quand tout ami des arts était accusé de s'occuper de choses funestes à la patrie, toute civilisation qui n'était pas belliqueuse étant délétère. C'est à peine si un homme du monde authentique comptait auprès d'un général. Une folle faillit me présenter à M. Siffeton. Vous me direz que ce que je m'efforçais de maintenir n'était que les règles mondaines, mais malgré leur frivolité apparente, elles n'eussent peut-être empêché bien des excès. J'ai toujours honoré ceux qui défendent la grammaire ou la logique. On se rend compte, 50 ans après, qu'ils ont conjuré de grands périls. Or, nos nationalistes sont les plus germanophobes, les plus jusqu'au-boutistes des hommes, mais après 15 ans, leur philosophie a changé entièrement. En fait,
il pousse bien à la continuation de la guerre. Mais ce n'est que pour exterminer une race belliqueuse et par amour de la paix. Car une civilisation guerrière, ce qu'ils trouvaient si beau il y a 15 ans, leur fait horreur. Non seulement ils reprochent à la Prusse d'avoir fait prédominer chez elle l'élément militaire, mais en tout temps ils pensent que les civilisations militaires furent destructrices de tout ce qu'ils trouvent maintenant précieux, non seulement les arts, mais même la galanterie. Il suffit qu'un de leurs critiques se soit converti au nationalisme pour qu'il soit devenu, du même coup, un ami de la paix. Il est persuadé que, dans toutes les civilisations guerrières, la femme avait un rôle humilié et bas. On ose lui répondre que les dames des chevaliers au Moyen-Âge et la Béatrice de Dante étaient peut-être placées sur un trône aussi élevé que les héroïnes de M. Beck. Je m'attends, un de ces jours, à me voir placé à table après un révolutionnaire russe, ou simplement après un de nos généraux faisant la guerre par horreur de la guerre et pour punir un peuple de cultiver un idéal qu'eux-mêmes jugeait le seul tonifiant il y a 15 ans. Le malheureux tsar était encore honoré il y a quelques mois parce qu'il avait réuni la conférence de La Haye. Mais maintenant qu'on salue la Russie libre, on oublie le titre qui permettait de la glorifier. Ainsi tourne la roue du monde. Et pourtant, l'Allemagne emploie tellement les mêmes expressions que la France que c'est à croire qu'elle la cite. Elle ne se lasse pas de dire qu'elle lutte pour l'existence. Quand je lis « Nous luttons contre un ennemi implacable et cruel jusqu'à ce que nous ayons obtenu une paix qui nous garantisse à l'avenir de toute agression et pour que le sang de nos braves soldats n'ait pas coulé en vain », ou bien « Qui n'est pas pour nous est contre nous », je ne sais pas si cette phrase est de l'empereur Guillaume ou de M. Poincaré, car ils l'ont, à quelques variantes près, prononcée 20 fois l'un et l'autre. Bien qu'à vrai dire, je dois confesser que l'empereur ait été en ce cas l'imitateur du président de la République. La France n'aurait peut-être pas tenu tant à prolonger la guerre si elle était restée faible. Mais surtout, l'Allemagne n'aurait peut-être pas été si pressée de la finir si elle n'avait pas cessé d'être forte. D'être aussi forte. Car forte, vous verrez qu'elle l'est encore. Il avait pris l'habitude de crier très fort en parlant par nervosité, par recherche d'issue, pour des impressions dont il fallait, n'ayant jamais cultivé aucun art, qu'il se débarrassât comme un aviateur de ses bombes, fût-ce en plein champ, là où ses paroles n'atteignaient personne, et surtout dans le monde où elles tombaient au hasard et où il était écouté par snobisme, de confiance, et tant il tyrannisait les auditeurs, on peut dire de force et même par crainte. Sur les boulevards, cette harangue était de plus une marque de mépris à l'égard des passants pour qui il ne baissait pas plus la voix qu'il n'eût dévié de chemin. Mais elle y étonnait, et surtout rendait intelligible à des gens qui se retournaient des propos qui eussent pu nous faire prendre pour des défaitistes. Je le fis remarquer à M. de Charlus, sans réussir qu'à exciter son hilarité. « Ah oui, ce serait bien drôle, dit-il. Après tout, ajouta-t-il, on ne sait jamais. Chacun de nous risque chaque soir d'être le fait divers du lendemain. En somme, pourquoi ne serais-je pas fusillé dans les fossés de Vincennes? La même chose est bien arrivée à mon grand-oncle, le duc d'Enghien. La soif du sang noble affole une certaine populace qui, en cela, se montre plus raffinée que les lions. Vous savez que pour ces animaux, il suffirait pour qu'ils se jetassent sur elle, que Madame Verdurin eut une écorchure sur son nez, sur ce que dans ma jeunesse on eût appelé son pif, et il se mit à rire, à gorge déployée, comme si nous avions été seuls dans un salon. Par moments, voyant des individus assez louches, extraits de l'ombre par le passage de M. de Charlus, se conglomérer à quelque distance de lui, je me demandais si je lui serais plus agréable en le laissant seul ou en ne le quittant pas. Tel celui qui a rencontré un vieillard sujet à de fréquentes crises épileptiformes et qui voit, par l'incohérence de la démarche, l'imminence probable d'un accès, se demande si sa compagnie est plutôt désirée comme celle d'un soutien ou redoutée comme celle d'un témoin à qui on voudrait cacher la crise et dont la présence seule, peut-être, quand le calme absolu réussirait à l'écarter, suffira à la hâter. Mais la possibilité de l'événement duquel on ne sait si l'on doit s'écarter ou non est révélée chez le malade par les circuits qu'il fait comme un homme ivre. Tandis que pour M. de Charlus, les diverses positions divergentes, signe d'un incident possible dont je n'étais pas bien sûr s'il souhaitait ou redoutait que ma présence l'empêchât de se produire, étaient, par une ingénieuse mise en scène,
occupée non par le baron lui-même, qui marchait fort droit, mais par tout un cercle de figurants. Tout de même, je crois qu'il préférait éviter la rencontre, car il m'entraîna dans une rue de traverse, plus obscure que le boulevard, et où celui-ci ne cessait de déverser des soldats de toute arme et de toute nation, un flux juvénile, compensateur et consolant pour M. de Charlus de ce reflux de tous les hommes à la frontière qui avait fait frénétiquement le vide dans Paris au premier temps de la mobilisation. M. de Charlus ne cessait pas d'admirer les brillants uniformes qui passaient devant nous et qui faisaient de Paris une ville aussi cosmopolite qu'un port, aussi irréel qu'un décor de peintre qui n'adressait quelque architecture que pour avoir un prétexte à grouper les costumes les plus variés et les plus chatoyants. Il gardait tout son respect et toute son affection à de grandes dames accusées de défaitisme, comme jadis à celles qui avaient été accusées de dreyfusisme. Il regrettait seulement qu'en s'abaissant à faire de la politique, elles eussent donné prise aux polémiques des journalistes. Pour lui, à leur égard, rien n'était changé. Car sa frivolité était si systématique que la naissance unie à la beauté et à d'autres prestiges était la chose durable, et la guerre, comme l'affaire Dreyfus, des modes, vulgaires et fugitives. Eût-on fusillé la duchesse de Guermantes pour essai de paix séparée avec l'Autriche, qu'il l'eût considérée comme toujours aussi noble et pas plus dégradée que ne nous apparaît aujourd'hui Marie-Antoinette d'avoir été condamnée à la décapitation. En parlant à ce moment-là, M. de Charlus, noble comme une espèce de Saint-Vallier ou de Saint-Mégrin, était droit, rigide, solennel, parlait gravement, ne faisait pour un moment aucune des manières où se révèlent ceux de sa sorte. Et pourtant, pourquoi ne peut-il y en avoir aucun dont la voix soit jamais absolument juste? Même en ce moment où elle approchait le plus du grave, elle était fausse encore, et aurait eu besoin de l'accordeur. D'ailleurs, M. de Charlus ne savait littéralement où donner de la tête, et il la levait souvent avec le regret de ne pas avoir une jumelle qui, d'ailleurs, ne lui pas servi à grand-chose, car en plus grand nombre que d'habitude, à cause du raid de Zeppelin de l'avant-veille qui avait réveillé la vigilance des pouvoirs publics, il y avait des militaires jusque dans le ciel. Les aéroplanes que j'avais vus quelques heures plus tôt faire, comme des insectes, des taches brunes sur le soir bleu, passaient maintenant dans la nuit, qu'approfondissait encore l'extinction partielle des réverbères comme de lumineux brûlots. La plus grande impression de beauté que nous faisaient éprouver ces étoiles humaines et filantes était peut-être surtout de faire regarder le ciel, vers lequel on lève peu les yeux d'habitude dans ce Paris dont, en 1914, j'avais vu la beauté, presque sans défense, attendre la menace de l'ennemi qui se rapprochait. Il y avait certes maintenant, comme alors, la splendeur antique inchangée d'une lune cruellement, mystérieusement sereine, qui versait au monument encore intact l'inutile beauté de sa lumière. Mais, comme en 1914, et plus qu'en 1914, il y avait aussi autre chose, des lumières différentes et des feux intermittents que, soit de ces aéroplanes, soit des projecteurs de la tour Eiffel, on savait, dirigés par une volonté intelligente, par une vigilance amie, qui donnait ce même genre d'émotion, inspirait cette même sorte de reconnaissance et de calme que j'avais éprouvé dans la chambre de Saint-Loup, dans la cellule de ce cloître militaire où s'exerçaient, avant qu'ils consommassent un jour sans une hésitation en pleine jeunesse leur sacrifice, tant de cœurs fervents et disciplinés. Après le raid de l'avant-veille, où le ciel avait été plus mouvementé que la terre, il s'était calmé comme la mer après une tempête. Mais comme la mer après une tempête, il n'avait pas encore repris son apaisement absolu. Des aéroplanes montaient encore comme des fumées, des fusées rejoindre les étoiles, et des projecteurs promenaient lentement dans le ciel sectionné comme une pâle poussière d'astres d'errantes voies lactées. Cependant, les aéroplanes venaient s'insérer au milieu des constellations, et on aurait pu se croire dans un autre hémisphère, en effet, en voyant ces étoiles nouvelles.
M. Charlus me dit son admiration pour ses aviateurs. Et comme il ne pouvait pas plus s'empêcher de donner libre cours à sa germanophilie qu'à ses autres penchants, tout en niant l'une comme les autres. D'ailleurs, j'ajoute que j'admire autant les Allemands qui montent dans des Gotha. Et sur des zeppelins, pensez le courage qu'il faut. Mais ce sont des héros, tout simplement. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit sur des civils qu'ils lancent leurs bombes, puisque ces batteries tirent sur eux? Est-ce que vous avez peur des Gotha et du canon? J'avouais que non. Et peut-être je me trompais. Sans doute ma paresse m'ayant donné l'habitude pour mon travail de le remettre jour par jour au lendemain, je me figurais qu'il pouvait en être de même pour la mort. Comment aurait-on peur d'un canon dont on est persuadé qu'il ne vous frappera pas ce jour-là? D'ailleurs, formées isolément, ces idées de bombes lancées, de morts possibles, n'ajoutèrent pour moi rien de tragique à l'image que je me faisais du passage des aéronefs allemands, jusqu'à ce que j'eusse vu de l'un d'eux, ballotté, segmenté à mes regards par les flots de brume d'un ciel agité, d'un aéroplane que, bien que je le susse meurtrier, je n'imaginais que stellaire et céleste, j'eusse vu un soir le geste de la bombe lancée vers nous. Car la réalité originale d'un danger n'est perçue que dans cette chose nouvelle, irréductible à ce qu'on sait déjà, qui s'appelle une impression, et qui est souvent, comme ce fut le cas là, résumée par une ligne qui décrivait une intention, une ligne où il y avait la puissance latente d'un accomplissement qui la déformait, tandis que, sur le pont de la Concorde, autour de l'aéroplane menaçant et traqué, et comme si s'étaient reflétées dans les nuages les fontaines des Champs-Élysées, de la place de la Concorde et des Tuileries, les jets d'eau lumineux des projecteurs s'infléchissaient dans le ciel, lignes pleines d'intentions aussi, d'intentions prévoyantes et protectrices, d'hommes puissants et sages auxquels, comme une nuit au quartier de Doncières, j'étais reconnaissant que leur force daigna prendre, avec cette précision si belle, la peine de veiller sur nous.